Bien, bonsoir à tous et merci aux courageuses et courageux qui sont venus jusqu'ici pour entendre cette deuxième intervention consacrée à l'histoire contemporaine de la danse. Je voudrais commencer par faire deux rectifications concernant ce que j'ai dit la dernière fois. Elles peuvent apparaître comme étant bénignes, mais elles sont importantes. C'est parce que je me dis que voilà, si des gens réécoutent ça plus tard, il ne faut pas qu'ils partent sur de fausses informations. Donc la première, elle concerne la distribution de mauvais genres d'Alain Buffard, que j'avais mentionné comme étant une pièce générationnelle, parce qu'à la fois elle était exemplaire, parce qu'elle relevait d'un procédé de délégation du solo qu'avait présenté Alain Buffard, Good Boy, qui était assez fondateur de cette période que j'ai traitée la dernière fois, et ensuite générationnel, parce que beaucoup de chorégraphes de cette génération y avaient participé. Et j'ai laissé entendre un peu maladroitement que Jérôme Bel, Xavier Leroy ou Christian Rizzo participaient à cette distribution. J'ai été un peu emporté par mon élan, ce n'est pas du tout le cas, mais quand même, on note dans la distribution de cette pièce, je cite quand même quelques noms, Stephen Cohen, Régine Chopinot, Mathieu Doz, Ella Fatoumi, Traja Darel, Simon Eke, Vera Montero, Bernardo Monte, Julie Nioche, Rachid Ouramdan, Mark Tompkins, Claudia Triozzi et beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'on retrouve pas mal de figures exemplaires des gens qui ont marqué cette époque-là. Ma deuxième rectification, elle concerne aussi la pièce de Boris Charmatz qui s'appelle Attention, que j'ai décrite un peu trop rapidement en laissant entendre qu'une voix disait attention très lentement durant toute la pièce, alors qu'en réalité cette voix n'intervient que sur une séquence de la pièce. Voilà, la mémoire travaille, mais il faut quand même que la mémoire travaille, on pense et on réfléchit avec des souvenirs. Il est difficile d'avoir, on ne va pas demander aux gens de redanser devant nous au moment où on construit les choses, et donc parfois ça se transforme. Je suis tombé sur cette citation de Walter Benjamin l'autre jour qui m'a semblé tout à fait pertinente par rapport à ces problèmes de mémoire et à ces problèmes de traces. Il dit ceci, ça se trouve dans son texte qui s'intitule « Sur quelques thèmes baudelairiens », il dit ceci, « À la différence de l'information, le récit ne se soucie pas de transmettre le pur en soi de l'événement. Il l'incorpore à la vie même de celui qui raconte pour le transmettre comme sa propre expérience à ceux qui écoutent. » Donc voilà, une manière de dire qu'il y a évidemment toujours une transformation qui est à la clé du récit que l'on peut faire des choses. Et je ne vais pas revenir sur les préliminaires par lesquels j'avais ouvert la conférence précédente qui énonçait toutes les précautions que je voulais prendre avant de vous proposer cette histoire de la danse. Alors, je reprends néanmoins quand même le fil d'un récit qui est en partie le mien, qui redémarre en 2005, c'est-à-dire au moment où vient se clore cet épisode marqué par la post-moderne danse américaine et qui a cet épisode un peu manifeste rétrospectivement, que l'on pourrait considérer un peu comme étant un peu manifeste, de 98 à 2005, et qui a subverti un peu cet engourdissement institutionnel en France et cet engourdissement esthétique qui s'était installé sous la férule de la nouvelle danse française issue des années 80. Et donc qui correspond à tout un moment de déconstruction, de reconsidération des paramètres de ce qu'on appelle la danse, et qui remet en question plusieurs éléments. Voilà. Et on arrive à 2005, une fois que ceci est fait, eh bien, vont commencer à apparaître des propositions de ces gens qui ont porté ce moment ce moment critique, d'une certaine manière, vont apparaître des propositions qui vont signaler une forme de retour. En apparence, en tout cas, ça se présente comme étant une forme de retour à certaines formes du spectaculaire, mais bien entendu, ce retour
n'est pas un retour en arrière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de... C'est pas la fin d'une crise et qui signalerait le fait que tout rentrerait dans l'ordre, si vous voulez. Surtout pas. Au contraire, on va s'apercevoir qu'ils vont intégrer ce moment critique dans la poursuite de leur travail, chacun à leur manière. Alors, la première chose qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'on voit réapparaître avec moins de scrupules la notion de compagnie, alors qu'elle avait un peu disparu pour se réduire simplement au nom d'un chorégraphe ou d'un collectif de chorégraphes qui signaient des pièces. On voit réapparaître... Alors d'abord, il y a des compagnies qui perdurent, qui n'ont jamais cessé d'exister, évidemment. Je pense à la compagnie de Maggie Marin, par exemple. Mais il y a également beaucoup de chorégraphes qui, même si cette compagnie ne se compose d'une seule ou de deux personnes, ne rejettent plus le terme de compagnie. Et très certainement... c'est une façon aussi peut-être de signaler le retour de la danse. C'est-à-dire qu'on se remet à danser au sens courant, au sens ordinaire que l'on pouvait attribuer à cela auparavant. C'est-à-dire que dans les pièces, il y a de nouveau beaucoup de mouvements. Voilà, il n'y a plus cette réserve à l'égard du fait de danser. La danse revient. Mais en même temps, tout va revenir, mais en étant considérablement modifié. Par exemple, la musique qui revient dans les pièces, mais elle revient certainement pas ni pour jouer un rôle illustratif, ni pour jouer un rôle de cadencement ou de scansion des pièces, mais comme élément à part entière avec lequel dialogue le propos chorégraphique, le propos dansé, voire les propos issus d'autres arts, puisque la veine hybride qui consiste à faire coexister et dialoguer les arts et à faire se féconder les uns par les autres les disciplines, perdure. Le décor, là où on avait souvent des plateaux nus, on a retour du décor, mais là encore, d'un décor qui n'est pas là comme lieu ou un lieu qui circonscrit un espace dans lequel on danse, mais il intervient comme un élément d'un jeu qui excède très largement le décor. C'est-à-dire un élément avec lequel on est en dialogue. C'est-à-dire, et on voit apparaître de plus en plus ce qu'on appellera des scénographies d'auteur. C'est-à-dire qu'il y a un vrai geste artistique à signer une scénographie. Je pense à une artiste, par exemple, comme Nadia Lauro, qui intervient sur le travail de beaucoup de chorégraphes. Elle signe des scénographies tout à fait singulières et qui, d'une certaine manière, porte son empreinte. Quand on a affaire à une scénographie de Nadia Lauro dans une pièce, on s'en aperçoit tout de suite. Et c'est un élément avec lequel il va y avoir échange, discussion au sein de la pièce. Et puis enfin, je peux donner un autre exemple aussi avec la question de la lumière, parce que la lumière, elle n'est pas là pour se mettre au service d'un propos chorégraphique qui serait fixé d'avance, mais s'il y a retour à la lumière, c'est parce que cette lumière peut être, elle aussi, elle danse d'une certaine manière. Je pense au travail de quelqu'un comme Yves Gaudin, qui lui-même chorégraphe à l'origine et qui devient concepteur de lumière et qui travaille la matière lumineuse comme étant un mouvement. C'est-à-dire que l'image n'est plus le but de la lumière, mais c'est le mouvement que cette lumière peut installer qui va être présente dans les pièces. Donc vous voyez, on a là où il y avait une forme de dépouillement avec une lumière restreinte, parfois à sa plus simple expression, pardonnez-moi, ou la lumière la plus naturelle, là où il n'y avait pas de décor ou très peu, là où il y avait une espèce de rejet de vouloir danser, au sens sauter comme un cabri, comme le disait Alain Buffard. Bon, tous ces éléments reviennent,
mais ils reviennent en étant transformés, en étant réinscrits dans une forme de régime qui quand même intègre toute la critique du spectaculaire qui a été accomplie. Donc ce n'est pas un retour en arrière. Alors il y a une pièce qui est absolument emblématique de ce moment-là, en 2005, qui est une pièce d'Alain Buffard qui s'appelle Les Inconsolés. Alors Les Inconsolés, c'est une pièce qui porte sur la question des amours transgénérationnels, sur la question des amours entre adolescents aussi, et qui s'ouvre avec le texte de Goethe du poème Le Roi des Aulnes, Erlkönig en allemand, et qui va se clore avec ce même poème chanté par Georgette Die, qui est une chanteuse de la scène alternative et transberlinoise, qui, sur la mélodie de Schubert, va reprendre ce leader de Schubert et Goethe. C'est magnifique d'ailleurs. Je ne peux pas vous le faire entendre pour des questions de droit et les accords qu'on a passés pour cette série de conférences. Mais enfin, bon, je vous invite à, si vous ne connaissez pas, aller découvrir cette version. Et on a un décor sur scène. On a trois personnages qui portent un masque qui, d'une certaine manière, qui par leur masque détriplent d'une certaine manière la silhouette d'Alain Buffard, telle qu'on a pu la connaître dans les pièces de la période précédente. Cette pièce, elle est d'une subtilité, d'une construction absolue, mais elle ne s'embarrasse pas de donner dans une certaine forme de théâtralité revendiquée, dans une certaine forme de lyrisme, et d'une certaine manière, c'est une pièce qui rend le public assez perplexe au moment de sa sortie, parce que le public régulier de cette danse qui avait déconstruit, de cette danse critique qu'on ne trouvera pas la bonne dénomination aujourd'hui. Je ne peux plus utiliser l'expression de non-danse pour les raisons que je vous expliquais la dernière fois. Donc, mais en tout cas, le public qui était rompu à ce type de proposition est pris à rebours par cette proposition d'Alain Buffard qui, ici, prend exactement le contre-pied de tout ce qui s'était installé comme habitude. Alors on a une pièce théâtrale, lyrique, qui porte sur un problème pas facile à porter au plateau. Il y a une prise de risque qui est assez importante. Il y a une qualité d'écriture et de présence qui est hors pair. Cette pièce, subjectivement, moi je l'annonce comme étant un chef-d'œuvre. Mais voilà, elle n'a pas tellement tourné. Elle a tourné dans quelques lieux bien identifiés à l'époque. C'est une pièce qui n'a peut-être pas trouvé son public au moment où elle a été faite, parce que justement, elle venait de quelqu'un qui prenait le contre-pied des habitudes du nouveau public qui s'était généré autour de la danse lors des années précédentes. Mais elle me semble assez emblématique de ce mouvement de retour sans complexe à une forme de spectaculaire qui n'est pas le spectaculaire un peu naïf peut-être qui prévalait jusque dans les années 80. Donc ce n'est pas un retour en arrière. Il y a toujours la permanence de la question « que faire ?» qui guide la plupart des propositions chorégraphiques. Mais elle s'accentue de plus en plus sous la forme de « que faire dans ce monde-ci » Que faire dans ce monde-ci ? Et on va voir les propositions chorégraphiques s'emparer de tout un ensemble de thématiques qu'elles vont toutes innerver, en tout cas appréhender d'une manière assez particulière. Alors, ma liste ne sera pas complète, là j'en ai noté 7 comme ça, mais
6, comme ça, mais on pourrait sans doute en ajouter d'autres, et ça n'épuisera pas le champ de tout ce qui s'est fait depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, mais quand même. Bon, d'abord, il y a la question du genre, qui évidemment est très prégnante dans beaucoup de propositions. Ça l'était déjà avant, mais qui continue à être assez prégnante. Il y a la question de la guerre et de la violence, qui devient le thème de la guerre et de la violence, qui devient quelque chose de repris. Toutes les questions qui sont liées aussi à ce qu'on appelle les post-colonial studies, c'est-à-dire toutes les questions liées à la question du post-colonial. Alors, les post-colonial studies, comme les cultural studies, comme les gender studies, qui sont des disciplines tout à fait évidentes dans l'université américaine académique depuis très longtemps, elles ne le sont pas encore en Europe, encore moins en France à ce moment-là, mais je dirais que les chorégraphes vont être un peu les fers de lance dans le champ artistique quand même de ces questions-là. Il y a une autre thématique qui est celle du rapport avec les nouvelles technologies, donc ce monde dans lequel les nouvelles technologies progressent. Il y a une autre thématique qui pourrait être aussi tout ce qui concerne la danse elle-même, et la danse par rapport à son histoire et par rapport à sa mémoire, par rapport à ses mémoires. Et puis, j'avais repéré aussi tout ce qui tout ce qui concernerait la mobilisation d'un patrimoine folklorique pour montrer que ça n'est pas du folklore, et pour montrer que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle folklore, qui est une catégorie en soi un peu douteuse, et l'ensemble des danses sociales, d'une certaine manière. Bon, voilà, en gros, ce qui va venir thématiquement structurer ce qui va se produire entre 2005 et qui continue à l'être aujourd'hui. Ce qu'il y a de commun, je prends le risque avec celui d'être en particulier désavoué par ce qui va se passer peut-être dans les 3 mois qui viennent, et puis par le fait qu'il faudrait que je complète ma propre expérience de spectateur par rapport à ce qu'elle a été sur cette période. Mais ce qui me semble important, c'est que à la question que faire dans ce monde-ci, cet éventail de thématiques offre des voies d'exploration pour aller proposer des réponses chorégraphiques, mais qui sont assez souvent, qui vont de plus en plus revendiquer de s'inscrire dans le régime d'une esthétique documentaire. Voilà, c'est ça qui va être nouveau. C'est-à-dire qu'au lieu d'être, alors qu'auparavant, l'esthétique convoquée était une esthétique soit imaginaire, soit traditionnelle, soit mémorielle, mais au sens peut-être un peu académique du terme. Dorénavant, c'est une esthétique documentaire qui va marquer un peu tout ça. Donc, ce qui pose d'ailleurs un tas de nouvelles questions, qui occupent beaucoup les chercheurs en ce moment, parce que à partir du moment où alors ce que j'appelle esthétique documentaire, c'est-à-dire sont des pièces qui convoquent soit des témoignages, soit qui procèdent d'enquêtes, soit qui veulent convoquer des périodes de l'histoire, des chapitres, des choses qui renvoient à une réalité qui concerne tout le monde. Et ça renvoie à des questions bien difficiles, parce que est-ce que je peux appeler art tout ce qui est représentation de la réalité, et puis à quelles conditions il est possible d'entrer dans une esthétique documentaire et d'être encore dans un propos artistique. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on est encore dans un propos artistique ? Il ne s'agit pas de dire ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas, mais d'essayer de comprendre comment ça marche, parce que ça pose un certain nombre de difficultés. Alors, avant de reprendre un peu ces thématiques, je voudrais dire encore deux choses qui me semblent caractéristiques de la période qui nous occupe. C'est une multiplication des lieux
et des types de lieux de diffusion de la danse. Alors, auparavant, on savait qu'on avait le réseau des théâtres ou des salles de danse, et puis il y avait eu quelques excursions hors les murs, parfois donc en usine, en extérieur, mais qui étaient quand même assez marginales, assez confidentielles. Aujourd'hui, je dirais que c'est quelque chose de beaucoup plus courant, beaucoup plus acté dans les mœurs. Vous n'avez pas un festival qui ne se passe que dans un seul endroit ou que dans 2 ou 3 endroits identifiés comme théâtre ou comme lieu de diffusion classique. Systématiquement, on va y associer d'autres lieux dans l'espace urbain ou ailleurs qui ne sont pas dévolus peut-être ordinairement à la diffusion d'une proposition artistique, mais qui le sont d'emblée. Et donc, c'est-à-dire que l'indisciplinarité des propositions chorégraphiques se prolonge en un décloisonnement, des lieux. Et donc, le régime d'hybridité qui s'est mis en place fonctionne vraiment à tous les niveaux et sur tous les paramètres de la performance ou de la proposition artistique telle qu'elle se donne. Alors, quand je parle d'hybridité, évidemment, je parle toujours d'hybridité comme, non pas comme un mélange arrêté, hein, non pas comme le mulet est un hybride du cheval et de l'âne, c'est pas ça, mais c'est comme une hybridité en cours, c'est-à-dire un perpétuel changement, quelque chose qui n'est pas fixe, qui est toujours en train de se mélanger et de se transformer. Dernier point aussi qui est assez syndromatique, qui relèverait d'une approche syndromatique de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est la montée en flèche des pièces participatives. Des pièces participatives, c'est-à-dire des pièces qui demandent au public de ne pas être simplement spectateur, hein, mais d'être témoin de ce qui se passe, de prendre part à ce qui se passe, voire même parfois d'être l'auteur du propre spectacle qu'il vient voir. Alors, je donnerai 2 exemples, on pourra en donner beaucoup. Hein. Alors, tout ça réussissant le programme d'une participation réussie, tel que l'énonce la philosophe, par exemple, Joël Zask, qui explique que la participation, ça exige toujours une participation réussie, ça exige de remplir un programme qui comprend 3 éléments, c'est-à-dire qu'il faut prendre part à une proposition, à un processus, et non pas simplement en faire partie. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas l'objet qui sert à un processus, mais je prends part, que dans ce processus, je puisse contribuer, subjectivement, individuellement, comme moi je le veux, et enfin, troisièmement, que je reçoive, évidemment, en échange de ma contribution, je reçois quelque chose, c'est-à-dire que je reçois une expérience, le résultat d'une expérience que je n'aurais pas eue autrement. Alors, j'en citerai 2 exemples. Le premier, c'est un exemple de 2010 des chorégraphes Anna Borrallo et Joao Galante, qui s'appelait, qui a eu lieu en France, s'appelait Worlds of Interior, qui en fait était World of Interiors, qui se passait comme ça, c'est-à-dire que vous entriez dans la salle, on vous emmenait sur le plateau. Sur le plateau, il y avait des gens qui étaient allongés à même le sol et qui murmuraient des rêves, des histoires, des textes, qui souvent en réalité avaient été écrits, signés, en particulier par Rodrigo Garcia. Et le spectateur devait en fait circuler entre ces corps et de lui-même s'approcher, tendre l'oreille, entendre un morceau d'une histoire, entendre un morceau d'une autre histoire, etc., etc. Et en fonction d'un parcours que lui-même décidait, faisait en fin de compte un certain type d'expérience, et tout le monde était sur le plateau. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Je pense aussi à une autre artiste qui est assez importante sur ce type de travail, qui s'appelle Julie Desprairies, qui est une chorégraphe qui a justement pour spécificité de ne jamais faire de pièces dans les théâtres. Toutes ces pièces se font en extérieur,
en extérieur ou dans des lieux in situ, voilà, parmi et alors elle les filme, et après on peut voir les films, bien sûr, par exemple, ou alors il faut y participer sur place. Bon, elle est beaucoup intervenue à Paris, en région parisienne, mais elle a fait un film, que, si vous avez l'occasion de le voir, qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle Après un rêve, qui date de 2012 et qu'elle a tourné dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce quartier, qui est un quartier vraiment de béton, ville nouvelle, un quartier assez difficile, qui concentre un certain nombre de difficultés, mais qui a aussi l'avantage d'avoir une passerelle qui relie les immeubles. Et en fait, avec les habitants c'est une espèce de Villeneuve d'Ascq Empire, si vous voulez, du quartier Pont-de-Bois, par exemple. Mais avec les habitants, elle a composé cette chorégraphie, et c'est tout à fait incroyable. Et il se trouve que c'était contemporain du moment du fameux discours de Grenoble qui avait été fait à l'époque par Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, hein, qui était un discours assez martial, assez... bon, comme vous pouvez l'imaginer. Donc vous voyez, que faire dans le monde aujourd'hui? Bon, voilà, c'est ça la question. Hein. Et elle tient beaucoup à ce que ces participants ne soient pas des danseurs. Hein. Elle dit elle-même, j'aime faire danser les non-danseurs, car ils s'appliquent. Hein. Ils s'appliquent pour bien faire un mouvement, et donc on voit qu'ils s'appliquent pour bien faire un mouvement, alors que le danseur professionnel, évidemment, s'efforce en général de faire oublier qu'il est en train d'exécuter tel ou tel mouvement. Alors, pour donner quelques exemples de ce que je vous dis là, alors sur le genre, on pourrait citer tellement de pièces avant cette période et alors depuis, c'est une question qui est récurrente, mais il y a une pièce peut-être qu'on peut évoquer, qui est une pièce de la chorégraphe hongroise Esther Salamon, qui a été donnée plusieurs fois en France, en Belgique. Elle a été donnée à Valenciennes, ici d'ailleurs aussi, et qui s'appelle Reproduction, avec un S entre parenthèses, et qui était une pièce vraiment consacrée aux gens, et qui en fait consistait dans le fait qu'il y avait des garçons et des filles qui traversaient un espace sur lequel il y avait une espèce de ring, sur lesquels il y avait toutes sortes de vêtements, et qui, à chaque fois qu'ils traversaient, prenaient des vêtements. Et alors que tout commençait de manière très genrée et très distincte, évidemment, au fur et à mesure de la pièce, il y avait un mélange, tout ça circulait, était dans l'échange, on ne savait plus qui était qui, ça donnait lieu à des duos, à des associations et à des choses tout à fait incroyables. On est en 2004, donc un an avant la période dont je vous parle, donc vous voyez que cette question du genre, mais là, elle était vraiment essentielle au cœur de la pièce. Alors, je disais d'abord, que faire dans ce monde aujourd'hui, dans ce monde en guerre, ce monde où sévit la violence. Et ça, c'est quelque chose qui va intervenir très, très fort. 2014, la même Esther Salomon qui s'occupait de la question du genre nous propose une pièce qui s'appelle Monument Zéro. Et cette pièce, Monument Zéro, elle travaille à partir d'une chorégraphie sur laquelle il y a une croix sur le plateau. Enfin, il y a tout un ensemble de croix, et sur chaque croix, il y a la date d'une guerre, la date d'une bataille. Et elle circule au milieu de ce cimetière des guerres, d'une certaine manière. Voilà, ça a été sa façon à elle. Vous voyez comment là, il n'y a pas une danse, je parle du retour de la danse, on est quand même sur une approche assez conceptuelle, mais avec un geste scénographique tellement fort qui fait partie de la pièce, et et c'est bien de la danse parce qu'il s'agit bien de mettre en relation et de faire communiquer différentes qualités de présence, différentes qualités d'éléments sur un plateau.
Et donc on a une mise en espace complètement chorégraphique, complètement chorégraphiée, hein, elle s'en réclame, et voilà, Monument de Zéro. Je pense, dans un autre ordre d'idée, à une autre artiste qui se présentait aussi volontiers comme chorégraphe, qui est Gisèle Vienne, qui a proposé plusieurs pièces, mais qui en 2005 avait fait une pièce qui s'appelle I Apologize. Et je veux juste vous lire la critique qui en avait été faite à l'époque dans cette formidable revue qui s'appelait Mouvement et qui existe encore, canal historique en ligne exclusivement, mais en tout cas, pour les gens comme moi qui ont été des spectateurs durant toute cette période, cette revue, elle a été un véritable... ça a été un compagnonnage important, et pour beaucoup de professionnels de la profession, comme on dit. Et voilà, ce que... j'espère ne pas mettre... non. Voilà ce qu'écrivait Marie-Maille Corbel à l'époque. Je lis juste quelques lignes, vous allez comprendre. Voilà. Dans I Apologize, un adolescent impulsif, Jonathan Capdevielle, semble reconstituer la mort d'une fillette à partir d'indices scéniques. Dans son regard, les poupées l'effraient déjà, lui qui les convoite en chien à quatre pattes. Le texte, lu en voix off, Dennis Cooper, correspondrait tantôt à ses pensées, tantôt à d'autres histoires. Il ne sait plus s'il a été meurtrier ou victime, s'il est homosexuel ou pas. Why fuck with the truth ? Interroge la voix. Ce garçon désorienté n'a pas de père, sinon, selon ce que suggère le texte, un fantoche tyrannique. Il le découvre sur la photo blanchie à côté des présidents Nixon, Ford, Reagan. Repoussé par ces monstres qui lui bouchent l'horizon du monde, l'adolescent est refoulé sur lui-même, il n'a d'autre place à habiter que dans ses fantasmagories. Deux rôles muets, l'un interprété par le plasticien Jean-Luc Vernat et l'autre par la danseuse Anja Rutgerkamp, semblent directement sortis de ses angoisses. Le premier, travesti et tatoué des pieds à la tête, dégage une impression reptilienne libidineuse, et la seconde, en go-go dancer sadomasochiste, signe des postures symboliques comme ce Y renversé qui évoque un chromosome mâle. Il semble les faces janusiennes d'une déesse mère androgyne, mi-Pandore, mi-Sphinx, rappelant ainsi que les fantasmes réactivent des conflits archaïques. Bon, je ne vais pas plus loin, mais vous voyez qu'on a là tous les éléments de ce type de proposition. C'est bien de la danse, c'est bien une mise en espace chorégraphiée, on a un croisement des arts. Il est question de parler de la violence, puisque c'est une pièce à partir d'un texte de Dennis Cooper, qui est un novelliste et romancier américain qui traite toujours justement de la violence et de la délinquance dans les marges de la société. Hein. Et voilà. Pour prendre une autre catégorie d'artistes et vous convaincre un peu de ce régime qui est à l'œuvre, je vais évoquer un autre immense chorégraphe avec cette pièce qu'on a vue en 2005, c'est William Forsythe, qui, avec une pièce qui s'appelle Three Atmospheric Studies, nous fait aussi une pièce sur la guerre, hein, en se posant la question de savoir qu'en est-il de la représentation de la guerre dans la société médiatique contemporaine. Et il a une double source pour accomplir son travail, qui est une lamentation sous la croix de Cranach et une photo de presse qui représente des policiers qui évacuent un blessé lors d'une explosion à Karachi. Et ces deux images ont en commun d'avoir des nuages de fumée dans l'une et des nuages célestes mais noirs dans l'autre, dans le coin en haut à droite. Hein. Et ces deux images sont projetées sur le plateau, mais elles vont être superposées. Comme si Forsythe s'efforçait de donner à voir une guerre entre des matérialisations de la guerre. Voilà.
Donc, ça donne lieu à 3 études, c'est-à-dire 1, 2, 3. La première fait complètement droit à la danse, parce qu'elle est très dansée. La deuxième fait droit au théâtre. Et la troisième mélange, en fin de compte, les matériaux des 2 premières. Donc, vous voyez, c'est l'histoire de dire que, voilà, on s'empare de ce thème de la guerre, mais on donne des accès multiples à une réflexion sur la représentation de la guerre, et à chacun de construire ce qu'il en est. Alors, concernant le post-colonialisme, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas pouvoir être aussi long sur chacun des thèmes, on n'aura pas le temps, mais je parle un peu de ce qui a été un peu les traits saillants et importants. Concernant le post-colonialisme, on se rappelle qu'en 2007, c'est le moment où avait eu lieu le fameux discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, dans lequel il annonçait que l'homme africain n'était pas encore entré dans l'histoire. Bon. Et il avait choqué, en tout cas, une bonne partie enfin, beaucoup de gens, mais parmi ces beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, évidemment. Et donc, il y avait d'un côté ça, de l'autre, il y avait la réponse. Une des réponses qui avait été faite, c'est celle qui a été écrite, par exemple, conjointement par Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant, le poète philosophe antillais, en 2009. Dans un livre qui s'appelle « L'intraitable beauté du monde », ils disent ceci: « C'est la diversité seule qui triomphe des empires, mais la diversité sauve et rehausse et multiplie les éléments vivaces de tout empire qui existe et fonctionne désormais en dehors de ces lois d'empire qu'il aura lui-même édictées. Le monde a besoin de dynamique, de relations, d'échanges, qui sont à l'œuvre partout, par-delà les concurrences mortelles et les appétits du profit. » Donc ça, c'était la réponse à ce qui avait été engendré dans le sillage du discours. Et alors là, on a toute une série de pièces qui même si elles ne se pensaient pas comme réponse à ça, il se trouve que la concomitance fait que quand même, voilà. Alors parmi celles que j'aimerais signaler ce soir, il y a en 2012, bien sûr, la dernière pièce d'Alain Buffard, Baron Samedi, qui est sur une scénographie de Nadia Lauro, extraordinaire, est une pièce à partir de musique et de chansons de Kurt Weill, qui lui-même est un émigré, pour les raisons que vous savez, aux États-Unis, et une pièce qui est portée par des danseurs, des chanteurs, des artistes, qui, chacun d'entre eux, vient d'un endroit différent du monde, des Américains, une Sénégalaise, une Rwandaise, il y a un Français, voilà, ça vient d'un peu partout. Et chacun, à un moment donné de la pièce, aura l'occasion de pouvoir énoncer une partie de son histoire personnelle, parce que tous ces artistes auront été individuellement confrontés, évidemment, à des situations, à des difficultés, à des problèmes d'aliénation, à des guerres, génocides, etc., etc. C'est une pièce très importante qui a été nourrie, parce que les chorégraphes sont de grands lecteurs, et voilà, dans le cas de Buffard, c'est nourri par le travail d'Édouard Glissant et du livre important d'Alain Ménil qui s'appelle « Les voies de la créolisation ». Et ça part de l'idée voilà, du carnaval antillais, ce personnage, Baron Samedi, voilà, tout s'organise autour de ça. Et on est entre petit opéra, théâtre, danse. Voilà, c'est une pièce, là encore, Ce qui est intéressant, c'est que cette pièce, la distribution de cette pièce, on va trouver dans cette distribution 2 artistes qui, aujourd'hui, sont tout à fait importantes et qui structurent, voilà, qui sont dans les programmations. La première, c'est Nadia Begré, qui a commencé par un solo qui s'appelait Quartier Libre et que Buffard considérait lui-même comme étant une espèce de good boy au féminin, où elle portait toute la question de ce qu'elle était, elle, en tant que femme africaine, avec tous les problèmes, femme africaine, avec tous les problèmes qui pouvaient se poser à elle. La dernière, en 2015, qui s'appelle Legacy, est exclusivement dédiée à l'histoire des femmes africaines, aux femmes
qui ont porté les révoltes dans toute l'histoire de l'Afrique, parce que figurez-vous que oui, l'Afrique a une histoire, et que dans cette histoire, il y a des héroïnes féminines. La deuxième, c'est Dorothée Munyaneza, qui a créé cette pièce qui s'appelle Samedi détente, exclusivement consacrée au génocide rwandais qu'elle a vécu de près, puisqu'elle y a perdu une bonne partie de sa famille, 2014, pièce qui va encore être donnée là cette année dans le cadre du Festival du Grand Bain bientôt, si vous allez suivre ça, je pense qu'elle va passer à Armentières de mémoire. Voilà, qui est une pièce qui a beaucoup tourné et qui porte sur ces questions, du postcolonialisme. Je ne peux pas ne pas citer aussi une autre pièce plus ancienne de 2006, très importante, qui était celle de Latifa Labissi, qui s'appelait Self-Portrait Camouflage, où là, scénographie avec des rangées de projecteurs plein feu d'un côté du plateau, un tapis blanc, un pupitre de l'autre côté, de bord de scène, des piliers et une corde qui passait comme ça, et qui part de la scénographie, si vous voulez, qui évoque la scénographie, qui était celle des expositions coloniales, racistes, où on exhibait des exemplaires de sauvages, au beau temps de la colonisation. Et voilà, donc elle porte une coiffe indienne absolument incroyable. À un moment donné, elle va prononcer un discours muet à la tribune, comme si elle incarnait une corporité de leader politique. Et il y a un autre moment où elle joue à l'institutrice avec des personnages imaginaires, des enfants imaginaires, qui sont là, auxquels elle s'adresse. Alors les enfants imaginaires se prénomment tous à l'époque Nicolas, Jean-Marie, Ségolène, etc. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Et elle leur parle avec un accent marocain très très fort, très prononcé. Voilà, bon, c'était là aussi une pièce assez exemplaire de cette thématique du postcolonial. Concernant... bon, je vais aller plus vite parce que le temps passe vite. Alors, la question des nouvelles technologies, elle est intéressante parce que, bon, évidemment, les nouvelles technologies augmentent des possibilités à la fois d'expérimentation, de composition, augmentent les possibilités aussi de donner à voir, à entendre, à sentir, et aussi d'alerter sur le sens éthique de toutes ces augmentations. L'utilisation de nouvelles technologies, elle a été lancée par Cunningham déjà, bien avant, puisqu'il composait ses chorégraphies sur ordinateur. Cunningham a été celui qui a demandé à son public d'utiliser des iPods pour participer. Bon. Et puis, en même temps, voilà, on est toujours à la frontière à la fois d'essayer d'exploiter les ressources des augmentations permises et en même temps interroger un peu de manière éthique ce qu'on peut faire de ces augmentations. Deux pièces tout à fait emblématiques de ça. Alors, pour changer un peu, je voudrais rappeler en 2008 la pièce de Benoît Lachambre qu'il avait faite avec Louise Le Cavalier qui s'appelle Is You Me, où là, en utilisant la palette graphique et les ordinateurs et toute une série de capteurs, en fait, il faisait un duo. Ils étaient enfermés dans une combinaison. Il y avait des capteurs de leurs mouvements. Laurent Goldring, qui signait la scénographie, recueillait ces silhouettes, il les reprojetait sur un écran en fond de scène, et en même temps, chacun devait essayer de s'adapter à ce qu'il pouvait sentir de ce que l'autre avait l'impression qu'il était en train de faire, et de ce que le public pouvait être en train de percevoir. Donc d'une certaine manière, on était en extra-sensibilité dans l'exploration et la composition du mouvement, sur le moment, et alors que, on les aveuglait pour qu'ils puissent mieux voir, pour qu'ils puissent mieux sentir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon. Donc là, on est sur l'exploration des possibilités. Par contre, avec le travail, par exemple,
de Gilles Jobin, une pièce comme Text-to-Speech. Le Text-to-Speech, c'est un logiciel qui permettait à l'époque de pouvoir transcrire à l'écrit immédiatement ce que vous disiez oralement. Et donc là, la pièce, c'était une salle de presse où il y avait des journalistes, un peu comme ceux qu'on voit des fois en fond de décor sur les chaînes d'info continue, avec là aussi un bandeau d'informations qui passaient en continu. Et on partit d'une situation fictionnelle d'une guerre, parce que bon, tous les thèmes se recroisent évidemment, d'une guerre qui aurait été déclarée entre la France et la Suisse. Et évidemment, il s'agissait de commenter le déroulé de cette guerre. Sur le poids de la technique aussi, c'est pas tout à fait de la danse, mais c'est dans le champ chorégraphique. En tout cas, dans le champ chorégraphique, le travail de Milo Rao a été absolument intégré. Je signale juste comme ça au passage une pièce comme Het Radio qui porte sur la radio d'Émile Colline, qui pendant le génocide du Rwanda était la radio animée par ceux qui appelaient au meurtre des Hutus par les Tutsis. Autre thématique très importante, c'est celle qui concerne la danse et le rapport de la danse à son histoire. Il y a la théoricienne et critique littéraire Shoshana Feldman qui nous dit qu'une histoire répétée au moins 2 fois n'est pas simplement individuelle. Et quand les pièces de danse veulent répéter, reprendre, travailler, composer en résonance à quelque chose qui a déjà été fait ou qui a déjà été dit, ça donne lieu à toute une série de pièces. Alors, c'est pas seulement le fait de cette génération de chorégraphes. Je pense par exemple à une chorégraphe comme Catherine Diveres, qui en 2012, avec une pièce comme O Sansei, ou Stance 2, compose un solo pour activer la figure de Kazuo Ono, qui est l'un des grands maîtres du Buto, qui convoque l'apport du Buto. Mais elle travaille à partir de d'une mémoire enrichie par cette figure historique du Buto, qui est Kazuo Ono, en réinventant, à partir de ce dont elle se souvient, comme une lecture qui performerait au présent la mémoire qu'elle a de la danse de Kazuo Ono. Bon, alors là encore, vous avez déjà, je suppose, vu du Buto, qui est une danse qui d'une certaine manière, travaille davantage les postures et les discontinuités dans le mouvement plutôt que la continuité de d'une fluidité organique, qui est toujours une danse en tension, qui est une tension qui est toujours centrée sur l'origine du mouvement, l'origine d'une position. Bon, c'est-à-dire que donc elle réactualise tout ça et voilà. Alors quelqu'un qui fait un travail tout à fait important sur ce thème-là, c'est Olga de Soto, qui a fait plusieurs pièces. Alors la première, l'une des pièces en 2004. Celle qui s'appelle Histoire, avec un S entre parenthèses au bout, est une pièce qui porte sur la mémoire des spectateurs qui ont assisté à la création, à la première, du ballet de Roland Petit, Le jeune homme et la mort, qui a eu lieu de mémoire juste après la guerre. Et qui est allé retrouver des gens qui ont été spectateurs en leur demandant de quoi vous souvenez-vous, donc quelques 50 ans après, plus de 5 ans, de quoi vous souvenez-vous, et en les faisant parler, et à partir de leur mémoire, composer une pièce comme ça. Elle a fait aussi ce travail-là à partir de la mémoire de ceux qui ont participé ou qui ont vu la table verte de Contios. Et là, en 2015, mais je dis là parce que moi je l'ai revu la semaine dernière, elle avait fait une pièce qui s'appelle « Elle, entre parenthèses, retient », qui porte non plus sur la mémoire des spectateurs de pièces qui avaient eu lieu, mais sur ce que cette mémoire qu'elle a recueillie a fait à sa mémoire à elle, et à sa corporéité à elle. Et ça donne un solo tout à fait à vif, bouleversant et très, très touchant. Et vraiment, c'est un très, très, très beau solo. Voilà, si vous avez encore parfois peur d'aller voir
un spectacle de danse contemporaine, je dirais, bon voilà, vous pouvez commencer peut-être par ce solo de Olga de Soto, qui est très très beau, avec une très très belle scénographie, un câble qui descend en spirale au sol, voilà, le fil de la mémoire, qui se déroule au fur et à mesure que le solo avance, un sablier à la fin qui intervient, bon, c'est très très beau. Dans un tout autre ordre d'idées, il y a eu le travail fabuleux aussi fait par Olivia Granville avec son cabaret discrépant, qui est une reprise du mouvement lettriste, hein, voilà, où elle a retrouvé les textes d'Isidore Isou et de Maurice Lemaître, et qui s'en prenaient beaucoup à la forme ballet. Elle a réussi à retrouver Isidore Isou, à l'interviewer, et à partir de là, à monter ce cabaret discrépant qui réactive, vous voyez, des contenus artistiques essentiels. Et pour finir, j'ai parlé du folklore, anti-folklore et des danses sociales. Alors le folklore, anti-folklore, pourquoi ? Parce que c'est la reprise d'éléments populaires, de pratiques chorégraphiques populaires, mais qui, réinvestis par des chorégraphes contemporains, évidemment, montrent, d'une certaine manière, toute la pertinence de ces danses, et en particulier sur les en regard par rapport à cette question que je formulais tout à l'heure, que faire dans ce monde, hein, que faire dans ce monde. Très rapidement, je mentionne d'abord la chorégraphe marocaine Bouchra Ouizghen, qui vient régulièrement en France, vient régulièrement à Paris, avec un collectif de femmes qu'elle fait danser. Elle a fait une très belle pièce sur la folie qui s'appelait H.A., et qui, tout en utilisant des éléments de danse traditionnelle, sert un propos très contemporain. Et il y a bien sûr, dans les dernières pièces qui ont été signées par Christian Rizzo, un solo extraordinaire pour Kerem Gelebek, que je n'arriverai pas à dire en turc. Sakinan Göze Köbatar, mais je ne parle pas le turc, bon, mais qui veut dire c'est l'œil qui te protège qui sera perforé. Donc vous voyez le dispositif optique qui est tout à fait exploitable chorégraphiquement en 2012. Et puis bien sûr la très belle pièce que je suppose vous avez vue ici aussi, d'après une histoire vraie, où là on a la reprise de cette danse masculine turque, de plusieurs danseurs qui dansent avec les deux batteurs qu'il avait mis en fond de scène, qui accompagnaient ça. C'était voilà, quelque chose d'extraordinaire. Enfin, un dernier artiste par lequel je vais terminer et que je voudrais mentionner, parce que ça va être notre actualité valenciennoise ce mois-ci, c'est François Chéniaud et Cecilia Bengoléa. Ce sont deux chorégraphes. Il y aurait beaucoup de choses à dire d'eux, mais simplement, si on considère les 7-8 années qui viennent de s'écouler, ils ont repris les danses libres de François Delsarte, qui est donc un chorégraphe contemporain de l'époque de Loïc Fuller et d'Isadora Duncan, qui, vous voyez, donc c'est un matériel historique de l'histoire de la danse qu'ils ont réactualisé sur des musiques de Chopin, jouées au piano, en live. Donc vous voyez, par rapport à ce dont je parlais la dernière fois, le chemin qui était parcouru, mais surtout toute une série de pièces. Je pense à Mimosa, Duchesse, Dub Love, Twerk, Dumnimoy, qui sont des pièces qui, à chaque fois, reprennent du matériel de danse sociale, de danse urbaine, qu'ils ont récupéré un peu partout dans le monde. Celle qui va avoir lieu ici au Phénix ce mois-ci, qui s'appelle DFS, je vous laisse associer tous les jeux de mots que vous voulez à la prononciation de ces initiales, mais c'est une pièce qu'ils ont écrite parce qu'ils ont été les premiers à écrire une pièce pour la compagnie de Pina Bausch après la disparition de celle-ci. Et ils avaient fait un travail qui leur a donné envie d'écrire cette pièce après, qui est une pièce qui mélange à la fois des éléments de ce qu'on appelle le dance hall, qui est une danse
qui se pratique en Jamaïque et qui est plutôt la danse des gangsters, la danse des gens une danse contestataire, des gens qui contestent un peu l'organisation de la société dans laquelle ils vivent, et des madrigaux anglais de la Renaissance dans tous les styles. Donc on est vraiment là sur la confrontation de deux registres, interculturalité, mais mise en regard aussi, puisque la Jamaïque, elle faisait partie elle fait partie faisait partie de l'empire colonial anglais, on retrouve la question du genre, la question de l'histoire, la question du rapport à la danse, ou en tout cas à l'histoire de l'art, la question, la question du folklore et des danses sociales. Bon, voilà. Et c'est un peu un beau condensé de tout ça. C'est un très beau travail. Et donc voilà, pour conclure, je vous invite à ne pas manquer la diffusion de cette pièce de François Chéniaud, Cecilia Bengoléa, ici même dans très peu de jours. Je vous remercie.